Nous sommes à la fin de l'année 192. L'Empire romain est au crépuscule de sa gloire. Le peuple de Rome s'apprête à fêter la nouvelle année en espérant de meilleurs auspices. À chaque nouvel an, l'empereur se pare de sa toge pourpre, bordée d'or, et accueille les nouveaux consuls à l'entrée du Palatin. Mais cette fois, l'empereur veut faire autrement. Commode, dont le règne a déjà duré 15 ans et dont la santé mentale souffre terriblement, annonce une grande nouvelle à ses proches. Plutôt que de faire la cérémonie telle qu'elle se faisait traditionnellement, il souhaite offrir un spectacle. Vêtu de sa tenue de gladiateur, accompagné de ses musiciens et de tous les combattants de l'arène, il souhaite organiser le plus grand défilé de gladiateurs que les Romains n'aient jamais connu. Ses proches sont désespérés face à cette nouvelle folie. Envisager l'empereur à demi-nu accompagné de tueurs professionnels, c'est déjà beaucoup. Mais les sénateurs craignent surtout d'être tués par ces gladiateurs après des années de conflits avec l'empereur. Il faut tuer Commode pour ne pas être tué. Dans la nuit du 31 décembre, on tentera de l'empoisonner, puis finalement, un esclave l'étranglera. Ainsi finit le règne tyrannique de Commode. C'est en tout cas ce que nous raconte l'histoire. Commode, cet empereur mégalomane, despotique, fou et cruel. En bref, l'un des pires empereurs que l'Empire romain ait connu. Autant dire que cela pourrait rendre son assassinat plus que légitime. Mais l'histoire est peut-être plus complexe que ce que l'on pourrait penser. Difficile de savoir qui se cache derrière le portrait de celui qui aurait été la cause de la chute de l'Empire romain, mais ce qui est certain, c'est que ce qui a été rapporté n'était peut-être pas si objectif. Une part de mensonge s'y cache-t-elle. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la vérité, elle, a bien disparu avec les siècles. Aujourd'hui, je vais donc tenter de vous raconter la vie tumultueuse de Commode, l'empereur gladiateur. Lorsque Commode naît en 161, l'Empire romain est à son expansion maximale. Plus de 5 millions de kilomètres carrés sur toute l'Europe est composé de peuples extrêmement divers. Ces derniers bénéficient d'une paix et d'un empire prospère grâce au commerce intra-impérial. Politiquement, cela fait à présent 88 ans que l'Empire fonctionne avec le système du Principat qui avait été mis en place par Auguste et qui fonctionne en bonne intelligence avec le Sénat. C'est ainsi que l'Empire romain va voir passer plusieurs empereurs grandement appréciés et notamment le père et le grand-père de Commode, Marc Aurèle et Antonin le Pieux. Pendant 42 ans, la gouvernance a donc été faite par ces deux empereurs, soucieux du Sénat et du peuple. Commode naît donc dans l'ombre de ces deux hommes, dont les règnes ont été plus qu'adulés. Et malheureusement, dès sa naissance, de nombreux événements en font un mauvais présage. L'accouchement de sa mère, Faustine, se déroule dans la riche demeure impériale située au sud de Rome. Elle appartient à son père, Antonin le Pieux, qui vient de mourir. Elle espère donc placer son fils dans la continuité de cet empereur modèle. Mais les ragots vont bon train. On raconte que l'enfant serait issu d'une liaison adultérine entre l'impératrice et un gladiateur. Cette image ne quittera jamais Commode, et nous le verrons bien d'ensuite. Sa naissance le 31 août 161 correspond également à celle de Caligula, autre empereur connu pour son règne meurtrier et sa mort tragique. Si cela vous intéresse, il aura peut-être droit lui aussi à sa vidéo. Commode ne voit pas le jour seul, puisque Faustine accouche également de son frère jumeau, Antonin. Il s'agit des 10e et 11e enfants du couple impérial. La nouvelle est accueillie avec allégresse. Mais le bonheur de cette famille tourne vite au drame avec la mort seulement 4 ans plus tard d'Antonin, le frère de Commode. Seuls 5 des 13 enfants de Faustine et Marc Aurèle parviendront à l'âge adulte. Commode est le seul fils survivant, avec ses 4 sœurs, Faustina, Lucilla, Fadia et Sabina. Bien que la mortalité infantile soit courante à cette époque, elle est bien moins dans les cercles impériaux et surtout de cette envergure.
Est-ce la consanguinité entre Faustine et Marc Aurèle, qui étaient cousins germains, qui aurait provoqué ces décès? Rien n'est moins sûr, en tout cas, ce qu'il est, c'est que Commode a été forcément touché par ces drames. Il perd notamment son frère jumeau à un très jeune âge, ce qui l'a forcément impacté, et avec la perte de son dernier frère plusieurs années ensuite, Commode finit par assumer seul les responsabilités de son futur empire. Et malheureusement, l'amour de ses parents ne viendra en rien compenser son enfance tragique. Marc Aurèle, qui a bénéficié d'une éducation très soignée, lui donnant même le surnom d'empereur philosophe, souhaite la même chose pour son fils. Mais cela aura pour conséquence de couper Commode du reste du monde, qui sera entouré de philosophes et de précepteurs. Marc Aurèle est quant à lui un empereur réputé austère et qui est très souvent absent en raison des menaces, des invasions barbares. Son épouse, Faustine, joue son rôle d'Augusta à la perfection et croit au destin divin de sa famille. Mais elle a également la réputation de ne pas vraiment apprécier l'austérité de Marc Aurèle et d'être un peu plus volage en le trompant régulièrement. Elle est également assez distante avec ses enfants et forcément ces derniers seraient au courant des rumeurs qui entourent leur mère. Bref, une enfance assez trouble. Et comme cela ne serait pas suffisant, dès l'âge de 12 ans, Commode montre un attrait assez inquiétant pour la violence. Alors qu'il se trouve dans une résidence impériale en bord de mer, il trouve l'eau de sa baignoire trop tiède. Pour le punir, il demande à l'un de ses pédagogues de jeter le garçon de bain dans la chaudière. Plutôt que de répondre au jeune garçon que ce despotisme extrême ne doit pas être toléré, le précepteur fera brûler une peau de mouton pour que l'odeur fasse croire au jeune garçon que le châtiment a été réalisé. Si cette anecdote est bien réelle, cela prouverait la tendance assez violente du jeune Commode et que les précepteurs n'osent contredire. Et au vu du statut de successeur officiel de Marc Aurèle pendant plus de 10 ans et de son statut également de fils unique, cela n'est guère étonnant. Le 27 novembre 176, Marc Aurèle le désigne comme Auguste, ce qui fait de Commode un co-empereur. Durant l'été 178, Marc Aurèle marie son fils à Crispina, qui obtient le titre d'Augusta dans la foulée. Titre que détenait déjà la sœur de Commode, Lucilla. Bien évidemment, les deux femmes vont se détester et vous allez le voir, ça va avoir son importance pour la suite. Commode a alors seulement 18 ans lorsqu'il suit son père lors d'une campagne contre les Germains. Et c'est là-bas que Marc Aurèle décède le 17 mars 180. On raconte que ce dernier avait une grande crainte que son fils oublie les préceptes philosophiques et sages qu'on a pu lui inculquer durant toute son enfance. Et malheureusement, cette crainte n'était absolument pas infondée. Pourtant, tout se présageait de façon positive. À son arrivée à Rome, il est acclamé par le peuple. Il est jeune, il est beau, il est victorieux puisque les Germains ont été battus et en plus de cela, Commode adore la gladiature, un divertissement extrêmement apprécié par le peuple romain. D'après les témoignages, Commode se battait déjà comme un gladiateur, même sur le champ de bataille, et aurait déjà effectué 35 combats dans l'arène. La pratique n'a rien d'étonnant pour un empereur, car du fait de son éducation, il a été formé à l'athlétisme, à l'équitation et aux arts martiaux, à l'instar de la gladiature. Mais Commode se révélera un passionné, qui n'hésitera pas à s'exhiber dans l'arène contre des professionnels, une première pour un empereur. Et c'est donc pour le plus grand plaisir du peuple qu'il organisera des courses de chars et des combats de gladiateurs. Mais bien qu'il s'attire l'amour du peuple, ce n'est pas le cas de la part de ses proches. Très jeune, un complot va marquer la vie de Commode à tout jamais. En 175, Avidius Cassius se proclame empereur. Général brillant, en qui Marc Aurèle avait confiance, il finira assassiné et ennemi du Sénat. On raconte alors que c'est Faustine, voyant que son mari commençait à avoir une santé fragile, qui poussa le général à tenter un coup d'État et lui permettant ainsi de conserver son titre impérial d'Augusta. Même si nous n'avons pas de preuves formelles de ce complot,
Si Commode avait eu connaissance des rumeurs, cela aurait pu le traumatiser, car il était certain que si Cassius était arrivé au pouvoir, sa vie aurait été en danger, ce que Faustine ne pouvait ignorer. Par ailleurs, à la mort de cette dernière, en 176, puis celle de son mari, Commode fit disparaître la famille de Cassius, bien qu'épargnée par son père, comme pour faire disparaître les protagonistes du complot. Mais sa mère n'aurait pas été la seule à comploter contre lui, puisqu'ensuite ce fut le tour de sa propre sœur, Lucilla, qui voulait également conserver son titre d'Augusta, qui, rappelez-vous, a été donné à la femme de Commode, Crispina. Elle confie alors ses doutes à un sénateur, Marcus Quadratus, avec qui elle va organiser l'assassinat de son frère. Pour les aider, c'est un autre sénateur du nom de Quintianus qui va se charger de se rapprocher de l'empereur pour mener le meurtre à bien. Un jour, il se cache dans un passage et attendant l'arrivée de l'empereur, il se jette sur lui, le poignard à la main et en criant « Tiens, voilà ce que le Sénat t'envoie !» Mais Commode est un bon combattant et il évite donc le coup. Quintianus est tué sur le champ, tous les autres complices de Lucilla sont également décapités et Lucilla elle-même sera condamnée à l'exil sur l'île de Capri. Bien que le complot ait été déjoué, il va planter les racines d'une paranoïa constante de la part de Commode. Au moindre soupçon, réel ou inventé, chaque membre du Sénat ou de l'aristocratie romaine pourrait être condamné à mort. Ce complot représente un autre basculement dans la vie de Commode, puisque ce dernier n'a que 20 ans et il perd à la fois les anciens compagnons de son père, mais aussi sa propre sœur. Tout ce qui le rattachait à sa jeunesse disparaît. Il commence alors à plonger dans une folie suicidaire où il mène des courses de chars extrêmement dangereuses et confie l'administration de l'Empire à un seul homme, Pérennice. Et c'est ce dernier qui va encourager la paranoïa de Commode en condamnant toutes les personnes qui auraient pu, de près ou de loin, participer au complot contre lui. Pérennice est un personnage complexe, car les historiens antiques ne disent pas la même chose à son sujet. À la fois homme intègre et bon administrateur, et homme manipulateur, profitant de la paranoïa de Commode pour prendre le pouvoir. Mais il est clair qu'il était guidé par l'ambition personnelle. L'empereur se montrant rarement en public, Pérennice en profite pour dépouiller un bon nombre de citoyens en les condamnant à mort sans jugement et plaçant ses propres pions en Bretagne. Mais en 184, ses actions sont démasquées au grand jour. Pérennice et sa famille sont donc condamnés à mort par Commode. Et la paranoïa de ce dernier ne va faire que s'accentuer, et il va donc confier l'administration de l'Empire à un nouvel homme, Cléandre. L'histoire de Cléandre est exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'un esclave affranchi qui va se hisser et se retrouver à la tête des prétoriens, la garde rapprochée de l'empereur. Amené avec d'autres esclaves à Rome, il est affranchi sous le règne de Marc Aurèle et arrive à la cour. Il se rapproche ainsi de Commode. Ce dernier finit par succomber à son charme et parvient à le faire garder près de lui. Commode s'est très vite entouré d'esclaves affranchis en raison de sa pratique de la gladiature, mais Cléandre restera son favori. Ce dernier l'encourageant dans sa vie dissolue, notamment en dirigeant un lupanar créé par l'empereur. Et c'est sous son influence que Commode se sépare de Pérennice. Ainsi, l'ancien esclave accède aux plus hautes marches du pouvoir. S'éloignant encore plus de la vie publique, Commode va confier les rênes du pouvoir à Cléandre, et ce dernier va devenir officieusement régent de Rome. C'est aussi pour lui une manière de provoquer l'aristocratie romaine, puisqu'il a été trahi par les anciens conseillers de son père, par sa propre sœur, et il place donc à la tête du pouvoir un homme, ancien esclave affranchi, proxénète et que Commode a entièrement modelé. Ainsi, plus de risque d'être trahi. Mais c'était sans compter l'ambition de Cléandre. Il fera pire que Pérennice. Les sénateurs qui essaient tant bien que mal de dénoncer ce nouveau conseiller sont condamnés à mort. Il place des hommes et des femmes de provinces orientales un petit peu partout, permettant d'avantager cette partie de l'Empire. Protégé par l'empereur, Cléandre vend tout et bâtit une fortune colossale. Il fait tout pour isoler Commode de sa réalité et ainsi servir ses intérêts et ses ambitions en entretenant sa paranoïa et en lui disant qu'il déjoue les complots qui se multiplient contre lui. C'en est au point que le jour où le peuple a exigé la mort du conseiller dans l'arène, ce dernier l'a réprimé dans le sang sans que Commode ne soit au courant.
Mais Marcia, la concubine de Commode, finira par lui dire. Elle sera très vite rejointe par Fadilla, l'une des sœurs de l'empereur. Et petit à petit, les remparts qui protégeaient Cléandre tombent. Commode finira donc par condamner à mort Cléandre, décapitant sur le champ et exposant sa tête au bout d'une pique dans tout Rome. Ce dernier complot finira d'achever la santé mentale, déjà fragile, de Commode, venant ainsi s'ajouter à une personnalité imprévisible et dangereuse. Mégalomane, l'empereur change tous les mois de l'année en fonction de ses surnoms, et le Sénat doit se plier à ses exigences. Il est également obsédé par la figure d'Hercule, lui permettant de s'exhiber comme un demi-dieu. Coupé du monde, Commode sacrifie des animaux, chose extrêmement taboue et mal vue dans la société romaine de son époque. Mangeant et buvant à outrance, il continue ses courses de chars d'air et ses combats de gladiature finissent parfois en crimes déguisés. Il joue avec sa vie et celle des autres. Il aurait autour de lui plus de 300 concubines et concubins choisis pour leur beauté. Il embrasse ses amants sur des chars en public et compose sa cour de jeunes de l'aristocratie romaine pour humilier cette dernière. Bref, il n'y a rien qui va, et ce n'est pas mieux dans l'Empire. Menacé par les barbares, l'Empire romain renforce ses fortifications pour combler les faiblesses de l'armée. Par ailleurs, les routes sont totalement négligées, comme le révèle l'archéologie. L'Empire est touché par de nombreuses épidémies qui, couplées aux invasions barbares, augmentent la pression fiscale sur les survivants. Le secteur de la construction est donc abandonné, et les métiers qui y sont liés ne trouvent plus d'emploi. Commode ne va donc pas mener de grands chantiers comme ont pu le faire son père et son grand-père. Comme il s'enferme dans sa réalité, sans grande surprise, il ne s'attarde pas plus sur les affaires politiques et en plus de cela, déteste le Sénat. Il nomme donc des gouverneurs absolument incompétents en tête des provinces, augmentant la haine du Sénat contre lui. En revanche, il fait tout pour se faire aimer de son peuple. Il a conscience du soutien qu'il représente et dépense énormément pour obtenir son amour. Il organise de nombreux spectacles et vide les greniers à blé, demandant parfois même au Sénat de faire des apports financiers lorsque les caisses seront vidées. Après la trahison de Cléandre, Commode va d'autant plus se plonger dans l'alcool, les fêtes, les spectacles, sa propre folie, et va également se prêter aux délations rapides et faciles pour dépouiller les familles. Parmi ses victimes, sa propre épouse, Crispina, accusée d'adultère et qui sera exilée sur l'île de Capri avant d'être condamnée à mort. Terrible ironie dramatique lorsque l'on sait que sa rivale, la sœur de Commode, y est exilée depuis près de 10 ans. Le règne de Commode sera définitivement assombri lorsque Rome sera ravagée par les flammes en 192. Le peuple pense alors définitivement que l'Empire est condamné par les dieux en raison des actes de leur empereur. Après la guerre, les épidémies et cet incendie, l'amour du peuple pour Commode se transforme en haine. Et bien sûr, celle du Sénat ne diminue pas, bien au contraire. L'étau se resserre alors autour de Commode, puisque tout le monde est contre lui. Face à cette situation dramatique, Commode semble enfin réaliser la fragilité de sa position. Il décide alors de nommer un successeur, et en l'absence d'héritier légitime, et malgré la présence de ses neveux, il nomme un général, Claudius Albinus. Mais, à la fin de cette terrible année 192, il sera finalement assassiné. Bon, sacré récit, hein? Je vais être très honnête avec vous. Pour la première fois dans l'histoire de Passé Sanglant, après m'être dit, comme habituellement, que ce récit était beaucoup trop dramatique pour être vrai et que Commode ne devait pas être aussi horrible, eh bien il s'avère qu'il n'y a pas de source contraire à ce sujet. Plus exactement, nous avons en fait peu de sources narratives sur ce personnage historique et elles sont toutes anti-commodiennes. Les plus importantes sont celles de Dione Cassius, Hérodien et un anonyme du IVe siècle, auteur de l'Histoire d'Auguste. Et c'est par le récit de ces 3 historiens antiques qu'est tiré le récit que je viens de vous raconter. Mais qu'en est-il réellement? Eh bien c'est très complexe.
Commode est un personnage très difficile à cerner, qui depuis toujours a été décrit comme la fin de l'ère des 5 bons empereurs, mais également celle de l'Empire romain, de sa paix et de sa stabilité. Mais dans un même temps, son règne a duré 13 ans, ce qui est extrêmement long pour un empereur qui est décrit aussi négativement. Si l'on prend en considération que tout ce que je vous ai raconté est réel, peut-on affirmer avec certitude que c'est bien Commode qui marque le début du déclin de l'Empire romain tel que ce qui a été décrit par les historiens depuis des siècles? Je vais tenter à présent de nuancer ce portrait grâce aux travaux plus récents d'historiens, comme ceux d'Éric Tessier, qui décrit un empire déjà sur le déclin et avec à sa tête un homme qui n'avait pas les épaules pour contrer cette chute. Et ce pour une raison très simple. L'empire de Marc Aurèle, qui a pourtant été décrit comme parfait pendant des siècles, semait déjà des indices de ses failles. Tout d'abord, la sécurité de l'Empire romain était fragile. Bien que ce dernier soit régi par la paix et la prospérité économique, aucune force de police organisée était en place. Le brigandage dans les villes et les campagnes était si présent que l'insécurité et la violence touchaient la population de plein fouet, et au moment de la naissance de Commode, ce système stable depuis 2 siècles commençait déjà à être entaché. Dès 162, les barbares franchissent les limites de l'Empire. C'est le début des grandes invasions. Et en plus de cela, une épidémie frappe la population. À Rome, c'est la panique. L'accumulation des malheurs donne une impression de fin du monde. Commode est alors âgé de 7 ou 8 ans. Il a clairement dû être touché par ces événements. Pendant plus de 10 ans, les épidémies vont se succéder. Probablement de peste, même si les historiens ne sont pas sûrs. Ces dernières sont si violentes qu'elles déciment aussi les barbares et les légionnaires partis les combattre. Marc Aurèle devra repeupler le sud du Danube avec de nouveaux colons. Et bien sûr, elles vont aussi frapper l'économie de plein fouet, comme nous l'avons dit précédemment avec le secteur de l'architecture notamment. Même si étonnamment, la monnaie va rester stable, peut-être parce que Commode en connaissait l'importance. Commode a donc hérité des crises du règne de son père. On est donc bien loin du royaume doré décrit dans les textes. Et pourtant, on sent une volonté de bien faire de la part de Commode. Et ce, avec un indice, c'est celui de l'identification à Hercule. On l'a longtemps vu comme un signe de sa mégalomanie, puisque Hercule est un demi-dieu. Mais en fait, cette identification est assez courante et traditionnelle chez les empereurs, et montre plutôt une manière de symboliser un empereur qui souhaite la protection de tous. Et ce couplé à la pratique de la gladiature, Commode souhaitait montrer au peuple qu'il était prêt à se battre pour eux. Mais alors, qu'en est-il du reste? De ces actes de violence, de despotisme et de folie? Parce qu'en fait, je vous ai raconté qu'une partie de ce qu'on a pu raconter des actes de Commode. Eh bien, tout ce récit pourrait être justifié par une seule chose, la rancune. Commode ne voulait pas de ce système aristocratique mis en place par ses prédécesseurs. Il préférait le système d'une monarchie autocratique composée d'hommes libres et non pas de membres du Sénat ou de l'aristocratie romaine qui, selon lui, avaient prouvé leur déloyauté à plusieurs reprises. Et vu ce qu'il s'est passé, on ne va pas lui donner tort. Ces derniers ont donc soudainement perdu leurs privilèges et leurs cadeaux, ce qui aurait pu les motiver à conspirer contre lui et à ternir son image. Tout ce qui est finalement décrit de Commode sont des ressorts assez classiques des descriptions que l'on fait des tyrans, et ce depuis la Grèce antique. Prédiction funeste au moment de la naissance, comportement sexuel étrange, perte familiale durant son enfance et qui aurait pu le traumatiser, et donc provoquant une nature violente, et une tendance à persécuter l'aristocratie. Comme par hasard. Et c'est notamment dû à nos 3 seules sources, celles de Dion Cassius, d'Hérodien et de l'histoire d'Auguste. Dion Cassius est peut-être le plus mesuré des 3, en justifiant les actes de violence de Commode par son mauvais entourage. Sa grande simplicité, cependant, jointe à sa lâcheté, a fait de lui l'esclave de ses compagnons, et c'est à cause d'eux qu'il a d'abord, par ignorance, manqué une vie meilleure, puis a été entraîné par des habitudes lubriques et cruelles qui sont rapidement devenues une seconde nature. Mais c'est bien Dion Cassius qui va l'accuser d'avoir tué son père.
car selon lui, Marc Aurèle n'est pas mort naturellement. Mais son témoignage, écrit 40 ans après les faits, n'a jamais été corroboré. Difficile en plus d'établir un réel mobile pour Commode, alors que son père a toujours été bienveillant et l'avait nommé comme successeur depuis plus de 10 ans, donc aucun risque qu'on lui prenne sa place. Je pense bien évidemment à un certain réalisateur qui dit le contraire. Et surtout, beaucoup de témoignages de l'époque s'accordent à dire que l'empereur était malade, surtout dans ce contexte de pestilence et du fait qu'il était parti à la frontière de l'Empire. En plus de cela, ce fait n'est pas relayé par l'histoire d'Auguste, qui est pourtant celui qui nous a offert le portrait le plus violent et extrême de Commode, et dont est tiré la plupart des faits que je vous ai racontés. Et c'est par ailleurs aussi la source la plus récente. Étonnant. Des auteurs tels que Barry Baldwin auraient retrouvé un extrait du poète Dracontius qui écrirait un portrait beaucoup plus positif de Commode. L'autre empereur, Commode Auguste, poète et homme de bien avec le sens du devoir et de la dévotion, dit dans un modeste petit discours « Un noble précepte, les dirigeants, apprenez de moi. Celui qui veut être un dieu doit mener une vie responsable. » Évidemment, des débats existent concernant ce passage. Certains historiens pensent que le poète aurait confondu Commode avec son père, et d'autres pensent qu'il s'agirait d'une réelle facette de la personnalité de Commode. Et effectivement, on constate une dualité dans les points de vue. En effet, le poète venait de Carthage, en Afrique, et l'on a constaté bien plus tard que l'Empire byzantin avait un point de vue beaucoup plus favorable envers Commode, puisque ce dernier avait protégé la chrétienté récente. Et à l'inverse, dans l'Empire romain, Commode a subi la damnatio memoriae, puisque ses portraits ont été notamment retirés de l'arc Constantin. En conclusion, comme vous l'aurez compris, nous savons à la fois beaucoup de choses, et finalement, rien du tout sur Commode. Était-il le tyran violent, despotique tel qu'il était décrit, ou bien était-il beaucoup plus mesuré, mais victime de la rancune de l'aristocratie romaine? Est-ce le coupable du début de la chute de l'Empire romain, ou bien seulement un jeune empereur dont l'enfance traumatique lui a fait prendre les mauvais choix? Cette histoire prouve à quel point l'étude des sources est très complexe et qu'elle n'apporte pas toujours une réponse ferme et définitive au passé. J'espère en tout cas que cette vidéo, qui est je pense la plus longue que j'ai pu faire à ce jour sur ma chaîne, vous aura plu. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur d'autres empereurs romains au destin assez noir, tels que Néron ou Caligula, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles histoires de passé sanglant.